Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Kalita dans notre rubrique sur les grandes figures d'Israël via les noms de rues qui jalonnent le pays. On l'appelait l'homme de fer, une volonté farouche l'animait, mais aussi un idéal puissant. On va parler aujourd'hui de Ossishkin, la récupération par et pour le peuple juif de ce qu'il considérait comme sa patrie, mais aussi sa langue et sa culture ancestrale ont animé sa vie entière. Il a vécu la première partie de sa vie en Russie, la seconde en Palestine britannique, toujours avec cet idéal qui a fait de lui l'une des personnalités sionistes les plus marquantes de ce XXe siècle. Ossishkin est né en 1863 en Biélorussie, mais quand il a 8 ans, ses parents s'installent à Moscou. Son père, un négociant aisé, avait reçu l'autorisation de s'y installer comme seuls les juifs privilégiés en avaient le droit. Ossishkin reçoit une éducation juive très poussée à laquelle son père tient beaucoup, mais aussi une éducation scientifique à l'école technique de Moscou. L'adolescent mène donc de front études générales et études juives qu'il poursuit avec des professeurs privés. Lorsqu'éclatent les pogroms de 1881 et 1882, Ossishkin n'a pas 20 ans. La solution devient pour lui limpide. Seule une patrie juive sur la terre d'Israël servira de salut aux juifs persécutés. Il décide de rejoindre les Rochevet Tzion. Et, chose assez insolite, il va même passer sa lune de miel en Palestine turque. Il trouve dans ce voyage de nombreuses raisons d'espérer que la Palestine sera bel et bien l'État juif, et il adhère avec enthousiasme aux idées de Théodore Herzl. Il se fait aussi le porte-parole des Rochevet Tzion en Russie. Après le pogrom de Kishinev en 1903, Ossishkin passe du temps en Palestine et décuple ses efforts pour tenter de réconcilier les 80 000 juifs qui y vivent à cette époque et qui sont, on le rappelle, très divisés. Il s'implique dans le fonctionnement du système éducatif des Juifs en Palestine et il obtient des écoles, des enseignements uniquement en hébreu dans tous les villages agricoles. Il obtient aussi l'enseignement de l'hébreu même pour les matières scientifiques et la suppression des différences de prononciation entre Ashkenaz et Séfarade. Lorsque, au 6e congrès sioniste en 1903, il reçoit un télégramme, alors qu'il est en train de travailler à Zirkon Yaakov, il reçoit un télégramme qui indique simplement « Herzl propose l'Ouganda ». Ossishkin croit alors à un message codé. Il passe même la nuit avec quelques amis à essayer de déchiffrer le code. Mais rien n'est codé et la nouvelle leur est bel et bien confirmée. Ossishkin est scandalisé et il va prendre la tête de ceux qui refusent obstinément à Herzl un État juif ailleurs qu'en terre d'Israël. Le conflit Ossishkin-Herzl va vraiment se cristalliser puisqu'en 1904, lors d'une réunion à Vienne de l'organisation sioniste, Herzl demande à Ossishkin « Croyez-vous vraiment que nous pourrons avoir la Palestine ?» Et Ossishkin lui répond « Oui, je le crois, et si vous ne le croyez pas, il n'y a pas de place pour vous à la tête du mouvement sioniste. » N'empêche que lorsque quelques mois plus tard Herzl mourra, Ossishkin sera dévasté. Mais il continue la lutte. Lors de la déclaration de Balfour en 1917, il va organiser un défilé à Odessa auquel participent 50 000 juifs enthousiastes. Ossishkin va même y prononcer un discours tout en hébreu, traduit par un interprète à la foule. 2 ans plus tard, à la conférence pour la paix à Paris, il prononce aussi un discours mémorable. L'heure n'est plus à rester en Russie pour lui. En 1919, il quitte définitivement l'Europe pour s'installer en Eretz Israël. Il est nommé par les Anglais et par l'organisation sioniste sur place pour diriger l'activité économique et politique des Juifs, et il s'acquitte de sa tâche avec l'efficacité, mais aussi l'autorité qui le caractérise. Il sillonne notamment tout le pays pour finaliser l'achat de terres et y installer les pionniers. En 1924, il est élu président du KKL, le Keren Kayemet Israël, dont le rôle est essentiellement d'acheter des terres grâce à l'argent collecté auprès des Juifs du monde entier. On a souvent reproché à Ossishkin de dépenser beaucoup d'argent pour l'achat de terres parfois arides ou marécageuses, et des sommes aussi pour lesquelles il n'avait parfois reçu que la promesse. Mais il avait une foi inébranlable dans l'avenir du pays. Grâce au travail du KKL et des pionniers, la nature aride a été transformée. Et Ossishkin n'a pas été actif que dans ce domaine, puisque dans le domaine culturel aussi, on se souvient de lui en Israël et il est le premier à avoir proposé de créer une université hébraïque à Jérusalem. Mais puisque l'on parle des rues dans cette chronique, on va préciser que son caractère autoritaire et son orgueil ont amené à Jérusalem une situation particulière, puisqu'il a notamment exigé que la rue où il habitait porte son nom de son vivant, et non à sa mort, comme la tradition l'exige. À la prochaine fois, merci.